Bah, en fait, la première question, Ouais. c'est la question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que le bonheur pour toi? Pour moi, bah, le bonheur, pour moi, les mots qui résument le bonheur, c'est vraiment construire et construire une vie positive. Et ce que j'appelle une vie positive, et ben, c'est une vie sur laquelle on s'autorise à reprendre le pouvoir quand on a la sensation de l'avoir perdu. Et c'est devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie. Alors ça veut dire finalement arrêter de se donner des excuses aussi pour ne pas changer. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se dire bon, je vais pas y arriver, ou c'est trop tard, ou je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ça. Ou alors on écoute les voix des autres qui sont pas forcément des voix négatives, mais voilà, les autres qui vous donnent des conseils et qui vous disent bah non, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, tu vas pas réussir, c'est dangereux. Et je pense qu'on trouve vraiment son bonheur quand on commence à arrêter d'écouter ces voix-là et qu'on écoute au contraire, on essaye d'écouter sa propre voix intérieure et de se demander mais moi c'est quoi mon désir profond, c'est quoi mon rêve, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et là on essaye de se recentrer sur ce qui est essentiel. Et dans le livre que j'ai écrit, ce qui est très important pour moi, c'est de parler des mythes. Hein, parce que je suis littéraire, je suis passionnée de littérature. Et puis, il y a des mythes qui m'ont vraiment aidée dans la vie, qui m'ont fondée, surtout quand j'étais une adolescente. Et j'étais plutôt une adolescente assez mélancolique, assez autodestructrice, qui ne trouvait pas son chemin dans la vie, qui avait l'impression que voilà, j'étais dans une impasse et que je n'allais pas m'en sortir. Et j'ai découvert à ce moment-là les mythes du Graal. Et ça m'a complètement émerveillée, ces histoires de chevaliers, parce qu'on n'a pas besoin forcément de s'identifier, enfin on peut très bien s'identifier en tant que femme à un héros chevalier ou à une héroïne, c'est pas grave, ce qui est important c'est les qualités, les valeurs qu'il porte. Et il y a une version du mythe du Graal que j'aime beaucoup. Parce que finalement le Graal c'est un symbole, hein, c'est un symbole de bonheur, de fertilité, de richesse, mais plutôt une richesse intérieure et spirituelle. Et il y a une version du mythe où les chevaliers sont réunis autour d'une table, c'est le banquet autour du roi Arthur, et puis tout à coup, pendant qu'ils sont en train de festoyer, il y a le Graal qui leur apparaît, comme ça. Ah, il n'y a plus l'histoire du lot, du rocher, du... Non, le Graal n'est pas supposé être dans le rocher. Non, il leur apparaît comme ça, tout simplement comme une vision. Hein. C'est une vision du Graal qui apparaît au-dessus de la table. Et d'ailleurs, on voit dans des représentations artistiques les chevaliers qui sont là en train de regarder. Mais justement, le Graal, c'est quoi? Mais alors, c'est ça qui est intéressant dans cette version. C'est que d'habitude, le Graal, on le représente un peu comme une coupe, comme un calice. Alors, il y a plusieurs variantes. Ça peut être soit une sorte de chaudron celtique, un chaudron de renaissance, un chaudron d'abondance aussi. Soit dans les versions plus christianisées, c'est la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ. Donc c'est un symbole qu'on réinvente finalement. Et là, ce qui est très beau dans cette version, c'est que chaque chevalier voit quelque chose de différent. Ah. Et donc ils voient tous le Graal à leur manière. Donc chacun se met à le décrire d'une façon différente. Et finalement, mais c'est ça le bonheur. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on dirait que chacun a projeté sa vision du bonheur sur cette apparition. Et le bonheur, comme ça, on en a des aperçus, on a une intuition. Et ce qui va se passer, c'est que cette vision, elle disparaît. Et donc tous les chevaliers, ils vont prendre leurs armes, ils vont prendre leur cheval, et ils vont partir en quête de ce Graal, chacun de leur côté. Et chacun après va traverser des épreuves, aller dans une forêt obscure où il n'y a pas de chemin, où ils doivent tracer leur propre chemin pour finalement trouver le Graal, chacun de leur côté. Et je trouve que c'est vraiment une image du bonheur, c'est que finalement on a tous une vision différente du bonheur, on cherche tous quelque chose de différent et quelque chose d'unique et qui nous correspond et qui correspond peut-être seulement à nous. Et donc le bonheur, c'est pas forcément un concept avec un grand B, mais il y a plein de formes de bonheur différentes et même je crois que non seulement on part en quête pour le trouver, ça veut dire que si on veut trouver le bonheur, il faut traverser des épreuves et que le bonheur, ça va pas sans douleur, paradoxalement. Et ça demande de la persévérance et de l'effort.
Et puis, ça veut dire aussi que le bonheur, on ne fait pas que le trouver. Je crois qu'on le crée aussi, on le réinvente en permanence. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, quand quelqu'un vous donne un bonheur, alors ça peut être un geste d'amour, ça peut être quelque chose dont vous aviez besoin, vous avez la sensation que personne d'autre que lui ou elle aurait pu vous donner ce bonheur-là, qui vous donne un bonheur qui est unique, et c'est ça qui le rend précieux. Et moi je crois que c'est ça, qu'on invente tous une forme de bonheur pour soi, mais aussi pour l'offrir aux autres, et que c'est quelque chose d'unique et d'inédit que personne d'autre que vous n'aurez pu trouver. Justement, on a partagé sur un point commun, il y a quelqu'un qui parle très très bien des mythes, oui. Qui est Joseph Campbell, qui n'est pas forcément très connu en France. Moi, je suis une grande fan et groupie. Et moi donc. Et il parle des mythes. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de Joseph Campbell et en quoi le mythe peut nous aider à mieux comprendre notre bonheur ? Oui, parce que Joseph Campbell, c'était un grand spécialiste des mythes aux États-Unis. Et il a montré qu'à travers les mythes du monde entier, on trouvait un scénario commun, qui est le scénario de la quête du héros, justement, donc qui est très proche de cette quête chevaleresque du Graal. Et ce qu'il disait, en fait, c'est que on doit tous, d'abord, on est tous dans des situations dans nos vies où on rencontre des moments de crise, personnel ou professionnel, ou bien quelque chose de nouveau arrive et on ne sait pas trop si on va tenter l'aventure. Et ce qu'il nous dit, c'est que au contraire, il faut qu'on suive notre bonheur, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Et il avait cette phrase, il disait « Suivez votre bonheur et des portes s'ouvriront là où il n'existait auparavant aucune porte ». Et c'est ça, c'est l'idée que comme les héros et les héroïnes dans les mythes, on va faire de notre vie une aventure, qui est finalement une aventure quasiment mythologique, et on va répondre à un appel de l'aventure. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bon, ce qui m'arrive c'est catastrophique, je souffre, je ne vais pas m'en sortir, pourquoi ne pas le voir au contraire comme un appel ? Se dire, ben voilà, c'est l'aventure qui m'appelle, c'est pas une crise, c'est pour que je change, c'est pour que je me transforme. Et je vais partir à l'aventure, mais ça peut être dans le quotidien, ça peut être, tiens, je vais essayer de changer de carrière professionnelle, je vais aller voir autre chose, ou je vais essayer une activité artistique que je ne me suis jamais autorisée à faire, ou je vais m'inscrire à un cours, je vais chercher un coach. Voilà, il y a plein de manières de faire différentes. C'est qu'est-ce qui manque à ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de le trouver. Et là, on va effectivement traverser des épreuves, on va être confronté à ses propres démons intérieurs, on va être confronté aussi à des obstacles, à des adversaires. Et ce qui est important, c'est de toujours rester centré sur son fil d'Ariane à soi. Ce fil d'Ariane, c'est ce qui va nous aider à sortir du labyrinthe de nos problèmes. Et donc c'est ce fil qui est le bonheur pour moi. Voilà, ça peut être l'amour, ça peut être trouver le métier qui m'épanouit, avec lequel je me sens en harmonie, avec mes valeurs. Et on suit ce fil, quels que soient les obstacles, on peut affronter un minotaure. Et puis après, une fois qu'on a vécu tout ça, on arrive à trouver l'élixir. Et l'élixir, c'est, ça dépend, c'est ce que vous cherchez, c'est ce qui manquait à votre vie. Et cet élixir, il va vous transformer. Mais est-ce que ça ne situe pas le bonheur justement à un point lointain, et est-ce que le risque c'est pas de se dire le bonheur c'est quand je trouverai ce fameux Graal ? En fait, moi je crois qu'il y a plusieurs formes de bonheur, c'est-à-dire qu'on multiplie des quêtes très différentes. Il y en a qui sont sur le long terme, effectivement, qui vont prendre du temps, surtout si c'est un changement professionnel ou construire une relation affective, mais en même temps on fait plein d'autres quêtes qui sont presque dans l'immédiat, mais même dans votre journée. C'est tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver dans ma journée qui va me rendre heureux, qu'est-ce que je pourrais aussi moi m'accorder, qu'est-ce que je pourrais donner aux autres. Donc il y a une forme de héros du quotidien aussi, vous voyez, qui par des petits gestes ordinaires va finalement créer de l'extraordinaire. Et dans le livre que j'ai écrit récemment, je voulais laisser la parole aux autres. Je voulais qu'il y ait plein de gens qui interviennent et qui me donnent leurs petits secrets du bonheur. Et à un moment donné, il y a une psychanalyste qui intervient et qui me dit, il y a un de mes patients, un jour, il est arrivé,
Et il m'a dit, vous savez, alors c'était un patient très très en souffrance, et il lui a dit, aujourd'hui je ne me suis pas suicidée parce que quelqu'un m'a souri dans la rue. Et c'est magnifique, ça veut dire que la personne elle est passée, elle a souri comme ça à un inconnu. Et c'est un petit geste tout ordinaire, mais elle lui a donné un bonheur qui était extraordinaire et on ne se rend pas compte à quel point on peut créer chaque jour ce genre de petits bonheurs et les trouver simplement dans le soleil qui brille et dans un échange respectueux, dans un moment d'intimité qu'on s'accorde dans la journée. Donc il y a, je crois, c'est tout ça en fait, il faut multiplier les quêtes, c'est-à-dire il y a les quêtes au quotidien et puis les quêtes plus sur le long terme, et c'est un peu la somme de tous ces bonheurs qui va nous nourrir et nous permettre d'offrir aussi en retour. C'est un peu comme des poupées russes, il y a la grande poupée mais à l'intérieur il y a plein de petites poupées et c'est cette multiplication, c'est des effets de miroir, quoi. Exactement. Dans ma journée... C'est très joli, c'est ça. D'accord. Exactement. Et pour ça, je crois que c'est aussi une question de point de vue, c'est que c'est important comment je vais regarder la vie, comment je vais regarder ma journée. Je parle aussi d'une personne qui, dans sa famille, a développé ce qu'ils appellent la VIPO. Et alors, la VIPO, alors V-I-P-O, en fait, c'est l'abréviation de vision positive. D'accord. Et donc, le matin, quand, alors ce sont 3 sœurs, quand elles se lèvent, elles se donnent une petite tape comme ça sur l'épaule. Elles se disent, tu vas passer une bonne journée. Et en quelque sorte, c'est comme se jeter un sort positif. Ah ouais. C'est, tu te lèves le matin, tu vas passer une bonne journée. Et c'est vrai qu'on a tendance à se lever le matin, à se dire, oh là là, j'ai une réunion aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est stressant. Mais quand on se lève le matin, ce qu'on se dit, je vais passer une bonne journée. Puis la petite tape, elle est importante, hein. C'est un peu, réveille-toi, tu es en vie, c'est merveilleux. C'est pour inscrire la parole dans le corps aussi. Et quand on se dit ça, finalement, on met en place un certain nombre d'éléments pour que la journée se passe réellement bien. Peut-être de conclure, parce que les mythes sont si intéressants et nous apprennent tellement de choses. Est-ce qu'il y en a un autre que tu pourrais nous raconter et nous donner son essence? Oui, il y a un mythe que je raconte dans le livre et que j'aime énormément parce qu'il nous montre que voilà, le bonheur, on peut le trouver dans l'immédiat, il ne faut pas attendre, mais se décider maintenant à le vivre. Et ça s'appelle, c'est le mythe de Kairos. Et Kairos, en fait, c'est un dieu grec. Et c'est un dieu qui a des ailes et qui a juste une touffe de cheveux. Oh le pauvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais en fait... c'est Tintin. Et en fait, Kairos, il passe sans cesse près de vous, il passe près de chacun. Et il y a 3 possibilités. C'est-à-dire, soit il passe et vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement plongé dans vos problèmes et vous ne vous rendez pas compte qu'il est là. Soit il passe, vous le regardez mais vous ne faites rien parce que vous n'osez pas, vous êtes paralysé, vous avez peur, enfin plein d'autres raisons voilà, qui vous sont propres. Soit vous décidez d'attraper sa mèche de cheveux. Et en fait, et à ce moment-là, tout va basculer dans votre vie. Et pourquoi? Parce que Kairos, le sens du mot Kairos, c'est maintenant est le bon moment pour agir. Et donc Kairos, c'est saisir l'opportunité de changer, c'est saisir un bonheur qui passe justement dans votre journée et qui peut changer votre journée de négative à positive, mais qui peut aussi changer votre vie à une échelle plus large. Et donc à tout moment, on peut saisir Kairos. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça veut bien dire que c'est ici et maintenant que c'est le bon moment pour agir. Et d'ailleurs, ça rejoint le mot bonheur et l'étymologie de bonheur qui est bonne heure, la bonne heure, quoi. Ben voilà, exactement. Donc le bonheur, c'est Kairos. Okay. Merci beaucoup. Oh, merci à toi, c'est un plaisir d'échanger. Et merci le chat.